Nous continuons toujours dans cette présentation du module 1 sur la cybersécurité avec Cisco Learnathon. Donc, cette deuxième partie, nous allons tout simplement, euh, nous continuons toujours dans cette présentation de l'issue trainings avec la formation gratuite Cisco Learnathon. Donc, le but, c'est de vous permettre à comprendre carrément ce qui se passe c'est quoi en fait la cybersécurité. Donc, nous avons fait les menaces, on a parlé des menaces, on a parlé des tromperies. Maintenant, nous allons parler des attaques dans les réseaux, c'est-à-dire les attaques dans le réseau. Si vous comprenez les attaques dans le réseau, vous allez automatiquement aussi comprendre le rôle du firewall. Le firewall, c'est le mur de feu. C'est comme par exemple quand vous avez construit votre maison, vous avez besoin de mettre le pourtour tout autour de votre périmètre. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que les gens accèdent directement à votre maison. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez en place un mur, une ceinture de feu. Donc, ces ceintures de feu-là, c'est ce qu'on appelle un firewall. Maintenant, nous allons voir comment les attaques peuvent se passer dans le réseau, quels sont les points qu'on peut attaquer. Et après, cela nous permettra de comprendre l'architecture du réseau. Et après avoir compris l'architecture du réseau, vous allez pouvoir comprendre où est-ce qu'on met le firewall. Donc, c'est très important. Maintenant, les attaques, il faut comprendre quelle est la différence entre un ver, un virus, un cheval de Troie. Donc, nous allons voir quelle est la différence. Parce que ce sont les attaques les plus fréquentes qu'on peut trouver dans un réseau. Un ver, un virus, un cheval de Troie. Et c'est des choses qui amènent à confusion. Les gens ne comprennent pas. Parce que tout simplement, c'est un peu la même chose. Mais comment les attaques sont perpétrées, c'est ce qui est différent. Parce que toutes ces attaques-là sont faites pour quoi? Soit pour arrêter le fonctionnement du réseau, soit pour voler des données, soit pour saboter. En tout cas, le but, c'est ça. Maintenant, comment ils procèdent, c'est là où on va avoir la différence du ver, du virus et aussi du cheval de Troie. Voilà, donc ça, c'est une chose qu'on va faire. On va aussi apprendre ce qu'on appelle les bombes logiques, surtout ceux qui font du MySQL, ceux qui font des bases de données aussi. Il y a des attaques qui sont tout simplement créées, mais ne réagissent pas. Ils attendent, ils peuvent attaquer votre base de données, mais ils attendent que, par exemple, il y a des données, qu'il y a des choses maintenant qui déclenchent, ce qu'on appelle des bombes logiques. Il y a ce qu'on appelle les rançongiciels. Les rançongiciels, c'est les ransomware. C'est des attaques qui sont uniquement faites surtout pour chercher de l'argent. Donc, comme son nom l'indique, ils cherchent de la rançon. La rançon, c'est quoi? Tu confisques les données et tu attends que la personne paye pour que tu puisses lui libérer ses données. Et pour la plupart du temps, c'est des attaques tellement sophistiquées que même quand tu payes, le problème, c'est que, voilà, tu resteras dans ce même problème qui est comment déchiffrer les données qui sont vraiment chiffrées avec des codes qui sont très difficiles à enlever. Donc, tu perds deux fois. Tu perds l'argent, tu perds les données. Et pour cela, parfois, les gens préfèrent voilà, ne pas payer parce que c'est pas évident. Donc, il y a des attaques de déni de service. Les attaques de déni de service, c'est tout simplement une attaque qui t'empêche de fonctionner. Voilà, il y en a deux, on va les voir. En tout cas les plus populaires, les noms de domaine. Les noms de domaine est très important. Par exemple, ici, pour la plupart du temps, vous avez des emails dans gmail.com. Votre email se termine toujours par @gmail.com. Donc, si par exemple, gmail.com a été confisqué, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont un email là-bas n'auront pas accès à les emails là. Donc, le nom de domaine est très important parce que c'est comme si tu faisais des tableaux MySQL, c'est la référence en haut, c'est l'entête. Si, par exemple, on cherchait des données d'une base de données, si on tapait une référence, seulement le parent, on arrivait à voir les enfants. Donc là aussi, c'est le nom de domaine. Si on arrive à attaquer le nom de domaine, ça va être très compliqué pour votre réseau. Il y a les attaques de couche 2 maintenant, donc c'est les attaques au niveau du switch, comment on les fait, comment on les perpétrer, parce que aussi c'est des attaques au niveau de l'accès. C'est très important aussi de comprendre le rôle du switch, surtout le côté access. Il y a des attaques aussi qu'on appelle man in the middle ou bien man in the mobile, c'est-à-dire que lui, il attend les données en transition, c'est-à-dire les données qui sont en train d'être transmises en cours. Il se met au milieu entre le point d'accès et aussi comment dire, votre switch ou bien votre routeur, et il va essayer de capter ça et de déchiffrer les données. Il y a aussi man in the mobile. Il y a des gens qui se cachent dans votre téléphone portable et ils ouvrent une porte pour que toutes vos données soient envoyées à certaines personnes. Ceci se passe surtout pour les stars, pour les gens à qui on peut
voilà, les chantages, ils envoient un truc, tu l'installes sur son portable et maintenant il prend tes données et c'est spécifique. Par exemple, ce sont des trucs qui peuvent chercher des données où il y a sexe, où il y a nudité, où il y a quelque chose comme ça, aux finances. Voilà, il t'envoie directement, ce qui est un peu dangereux, surtout sur les téléphones portables. Les attaques zero day comme son nom l'indique, zéro, parce que le temps que tu as été attaqué et le temps que tu réagis, il peut y avoir beaucoup de trucs qui se passent. Je vous ai dit que sur l'autre vidéo, on nous a dit que les serveurs russes, il y a eu des attaques chinoises qui sont restées là-bas pendant 2 ans. Donc, de 0 day jusqu'à 2 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses. Donc, le fait d'être vraiment prompt à détecter une attaque et à réagir sur une attaque 0 day, c'est très important. Parce que d'habitude, c'est des attaques que personne ne connaît, on ne sait pas comment ça s'est passé. Et là, bon, on ne sait pas trop de l'attaque. Et là aussi, il va falloir franchement réagir. Donc, il y a des enregistreurs de frappe. Donc, quelque chose qui... C'est pour cela que l'ingénierie sociale est très importante parce que une personne peut installer quelque chose sur votre ordinateur sans pourtant vous le sachiez. Et grâce à l'ingénierie sociale, il arrive à le faire. Il va enregistrer toutes les frappes de votre ordinateur. Donc, il aura les usernames, il aura les mots de passe, il aura tout. Maintenant, protection contre les attaques, comment on doit faire? La première protection, c'est vraiment le firewall qui doit empêcher les attaques, les connexions initiées de l'extérieur. Il va permettre les connexions initiées de l'intérieur. Ça, c'est le firewall qui va le faire. Et puis, ce cours-là, on va beaucoup parler de firewall. Mais pour l'instant, on va se limiter à comprendre les attaques, surtout et aussi de comprendre l'architecture du réseau. Maintenant, quelle est la différence entre un virus envers un cheval de Troie? Donc, les criminels utilisent des logiciels malveillants, voilà, pour faire les attaques. Maintenant, un virus, c'est quoi? C'est juste un programme informatique, mais qui a été écrit pour déjouer le programme qui se trouve réellement dans votre système d'exploitation. Donc, lorsque ce programme nécessite d'être exécuté. Donc, tous ces fichiers exécutables. C'est pour cela les attaques sont très fréquentes sur Windows parce que Windows a des fichiers exe, ce qui fait que automatiquement, comme il exécute, donc tu l'exécutes et le truc réplique et s'attache à d'autres fichiers comme des programmes légitimes et il insère son propre code. Et maintenant, ce qu'il va faire maintenant, ça dépend maintenant comment le hacker a programmé ce code-là pour que ça réagisse. Voilà, ça c'est le virus qui attend d'être exécuté. Maintenant, il y a des vers. Les vers, c'est des logiciels qui se reproduit en exécutant de manière indépendante. Donc là, quand on dit de manière indépendante, il n'a pas besoin d'être exécuté. Donc, il utilise les vulnérabilités du réseau et il a accès, je ne sais pas par quel moyen, par l'ingénierie sociale, par manque de configuration, par un peu de, je sais pas, de laxisme, et voilà, et tout est arrivé. Mais non, il y a ce qu'on appelle le cheval de Troie. Le cheval de Troie, là, tu le vois, c'est un document que tu peux voir, ça peut être un email, ça peut être une photo, ça peut être quelque chose à télécharger. Le problème avec le cheval de Troie, il ne dit pas ce qu'il est. Voilà, il te dit que ça, c'est une photo de, voilà, Mona Lisa, quelque chose comme ça. Il faut télécharger, c'est bien. Tu télécharges. Oh, le problème, c'est que tu n'as pas téléchargé une photo de Mona Lisa, mais tu as juste téléchargé un ransomware, voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, quelque chose qui semblait légitime, mais qui est devenu dangereux pour votre réseau. Donc, voici un tout petit peu des choses à comprendre si on doit parler de virus, de vers, de cheval de Troie. Donc, ça, c'est les b.a.-ba de la sécurité, quelque chose qu'il faut comprendre. Mais non, ça ne se limite pas ici, hein, mais il y a un minimum qu'il faut comprendre sur les choses les plus fréquentes. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle les bombes logiques. Comme j'ai dit, une bombe logique, c'est un programme aussi malveillant qui attend un élément déclencheur. Donc, c'est une bombe qui est là et qui attend la chose pour laquelle elle a été programmée. Donc, tant que cet élément déclencheur ne se produit pas, la bombe logique reste inactive. Donc, une fois activée, la bombe se met en œuvre. Donc, le code malveillant va endommager tout. S'il n'y a pas endommagé ton ordinateur, votre base de données, mélanger tous vos codes de base de données, saboter l'enrichissement. Il y en a d'autres qui s'attaquent directement à votre processeur, à votre disque, à votre ventilateur. Donc voilà, c'est des choses surtout sur la base de données qui peuvent vraiment entraîner des problèmes, qui peuvent revenir sur des problèmes de déni de service. Parce qu'une fois le ventilo ne fonctionne pas, le processeur chauffe, après ça se coupe, le serveur s'arrête, donc déni de service, conséquences. C'est les conséquences les plus, en tout cas moindres, qu'il faut s'attendre. Maintenant, il y a aussi le ransomware, comme j'ai dit, rançongiciel, ransomware. Donc, ransomware, c'est quoi? C'est un logiciel qui a été conçu juste pour
pour conserver les données, pour crypter les données, de telle sorte que tu ne peux pas les utiliser. En 2017, ça a été vraiment fait le tour du monde avec ce virus qui s'appelle WannaCry. WannaCry, c'est comme son nom l'indique, WannaCry. Ça vous fait pleurer parce que tout simplement, il confisque les données et vous avez maintenant du mal à les utiliser. Donc, le ransomware exige un paiement pour qu'il libère. Donc, il donne un moyen de paiement qui est intraçable. Il se cache aussi. Donc, le criminel va fournir un programme qui déchiffre le fichier. Maintenant, après, il va te donner un programme qui déchiffre le fichier. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, de nombreuses victimes n'ont plus accès à leurs données, même s'ils payent. Donc, c'est très dangereux. D'autres versions de ransomware peuvent tirer parti de la vulnérabilité spécifique d'un système pour le verrouiller, tout simplement. Donc, le ransomware de 2017 avec le WannaCry, il avait bénéficié d'un patch de Microsoft sur les serveurs qui n'a pas été résolu. Et ça a été laissé comme ça. Et quand ils l'ont su, ils ont attaqué. Et tous les serveurs qui n'avaient pas mis à jour ce patch-là, ils ont été victimes de ce ransomware en 2017. Donc, il se propage parfois sur des fichiers, sur des phishing. Donc là aussi, le social engineering est là. Donc, c'est du phishing. On vous donne des appâts. Si vous mordez sur l'appât, vous mettez en danger votre entreprise. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a des attaques de déni de service. Comme j'ai dit, hein, déni de service, ça vous empêche de travailler. Donc, pour les dénis de service, il y en a pas mal, mais on va attaquer deux, c'est-à-dire que la quantité considérable de trafic. Donc, lorsqu'un réseau, une application envoie une énorme quantité de trafic, c'est-à-dire on va essayer de vous bourrer. De telle sorte que, comme par exemple, l'attaque de déni de service la plus simple, par exemple, je peux avoir un problème avec, disons, Orange. On n'est pas content avec Orange. Voilà, je dis à tous les étudiants de l'ISEP de se connecter sur le site de Orange et d'appuyer sur la touche Entrée. Parce que quand tu appuies sur Entrée, tu envoies du travail au serveur. Et quand tout le monde le fait en même temps, le serveur ne pourra plus gérer ces mêmes requêtes en même temps de beaucoup de personnes. Résultat, déni de service, quelqu'un veut travailler, on lui dit le serveur est vraiment bourré, inaccessible. Donc ça, c'est simple. Ça, c'est une quantité considérable de données que tu vas envoyer. Autre chose, c'est envoyer des paquets qui dépassent complètement les normes requises. Un paquet formaté, comme par exemple un paquet qu'on appelle un Giant. Giant, c'est quoi? C'est un paquet qui fait plus de 1518 octets. Un paquet normal sur Internet, c'est compris entre 65 et 1518 octets. Un paquet qui dépasse ça devient intraitable. Donc, le hacker peut se mettre à configurer des paquets qui dépassent ces normes-là et qui envoient sur le réseau et ça devient des goulots d'étranglement et résultat, déni de service. Voilà. Maintenant, il y a aussi le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est très important. Comme j'ai dit, Gmail, nous avons tous pour la plupart du temps, des emails là-bas. Si le nom de domaine gmail.com n'est pas disponible, donc tes emails dans @gmail.com ne seront pas disponibles. Donc, le DNS, c'est lui qui gère ça. DNS, c'est quoi? Domain Name System, c'est un système qui permet de traduire le nom de domaine. Par exemple, cisco.com en une adresse IP. Il faut comprendre que un serveur ne comprend rien de www.cisco.com. www.cisco.com, c'est le langage humain. Les machines parlent un langage binaire. Donc, le langage binaire, là, il faut qu'on traduise le langage normal humain en un langage binaire pour que la machine puisse comprendre. Raison pour laquelle DNS est là pour traduire ça. Maintenant, DNS doit être protégé parce que tout simplement, c'est lui qui est en tout cas la porte et puis il gère tout ce qui se passe derrière le réseau. Donc, réputation de votre domaine, il faut vraiment essayer de gérer, de surveiller la réputation de votre domaine pour que les gens ne viennent pas y faire des attaques malveillantes. Donc, ça, il faut le protéger. Cisco est actuellement leader dans ce cadre par à certains organismes qui ont nommé Cisco comme leader dans ce domaine de protection des DNS. Donc, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle aussi empoisonnement du cache DNS. Donc, l'usurpation d'identité ou empoisonnement du cache, une attaque par laquelle de fausses données sont introduites dans la cache. Donc, DNS, si on introduit de fausses données dans la cache, dans la base de données, c'est-à-dire que ça va empoisonner la manière dont DNS et va exploiter aussi des faiblesses. Et dans cette mémoire cache-là, si on met des redirections, c'est-à-dire des destinations qui ne sont pas spécifiques au DNS, il va rediriger le trafic de domaine vers l'ordinateur de l'attaquant. Donc, au lieu que DNS
fasse la traduction et l'envoie à l'ordinateur qui a fait la requête normale. Il l'envoie à l'ordinateur de l'attaquant parce que DNS fonctionne sur ses caches. Là où il a, c'est parfois même quand tu fais déjà une requête sur ton ordinateur. Par exemple, je vais aller dans cisco.com. Si vous regardez bien, la première requête prend du temps. Mais la deuxième requête, habituellement, ça ne prend pas du temps parce que DNS cache le truc dans sa mémoire cache. Ça lui permet de ne pas aller demander. Maintenant, si cette mémoire cache-là est attaquée, on met autre chose aussi, tu vas avoir autre chose comme résultat. Donc, il y a aussi les piratages de domaine. Donc, un hacker prend à tort le contrôle des informations, comme j'ai dit. Donc, il peut apporter des modifications et autoriser autre chose qui n'est pas autorisée là-bas. Il y a aussi l'URL, emplacement l'URL. La direction, l'URL, c'est le nom de domaine complet qui spécifie une ressource bien spécifiée dans le réseau. Donc, ça peut être détourné, ça peut, voilà. Donc, DNS, c'est très important parce qu'il spécifie les données spécifiques à des destinations vraiment spécifiques. Si, par exemple, DNS n'est pas géré par votre fournisseur d'accès Internet, ça devient compliqué. Si vous devez le gérer aussi, d'habitude, c'est les fournisseurs d'accès Internet qui vous gèrent le DNS. Mais non, n'empêche que vous pouvez le gérer à vous-même. Mais non, cela dit que vous avez les compétences de le faire. Si vous n'avez pas les compétences de le faire, il faut le laisser à votre fournisseur d'accès Internet, à votre FAI. Mais non, les attaques de couche 2, quand on dit couche 2, il faut penser au switch. Le switch fonctionne sur des adresses MAC, pas sur des adresses IP. On peut utiliser les adresses IP sur le switch pour faire ce qu'on appelle des requêtes app. App, c'est quoi? Tu utilises l'adresse IP pour demander l'adresse MAC de l'ordinateur qui a cette adresse IP. Maintenant, il y a des usurpations d'identité, usurpation d'adresse MAC. C'est-à-dire que faire ce qu'on appelle adresse MAC spoofing, euh, euh, app spoofing, essayer d'aller, comment dire, bourrer aussi l'adresse MAC du switch pour que le switch aussi réagisse autrement. Parce que le switch, c'est l'ancêtre du hub. Et le switch, il est plus intelligent que le hub. Mais si le switch est attaqué, bourré, le switch peut se mettre à réagir autrement. Et si le switch se met à réagir autrement, les destinations vont être changées. Ce qu'on appelle aussi l'inondation d'adresse MAC qui va permettre au switch de ne pas fonctionner comme un équipement intelligent, mais comme le hub qui n'est pas un équipement intelligent. Donc, il y a plusieurs attaques qu'on peut faire au niveau du switch avec le DHCP spoofing, on a app spoofing, l'usurpation d'adresse IP. Donc, tout ça, c'est des attaques qui se passent au niveau 2 et les ports du switch nécessitent d'être sécurisés. Donc, il y a des commandes de switch, il faut permettre les adresses MAC, donc tout ça. Donc, peut-être on va y revenir. Ça, c'est justement pour vous faire comprendre qu'il y a des attaques de niveau 2 au niveau du SUS, comme on a parlé tout à l'heure, des attaques DNS. Maintenant, il y a des attaques au niveau du sans-fil, c'est-à-dire que la connexion à distance. Donc, les attaquants peuvent intercepter. Hein. Donc, si on intercepte, c'est ce qui se passe surtout dans l'air. Ces communications-là, on peut les interpréter et les hackers qui interprètent ça, on les appelle man in the middle. Man in the middle, c'est l'homme du milieu. Donc, milieu par rapport à quoi? Par rapport, vous, à votre portable, à votre ordinateur et aussi le réseau. Donc, si une personne est là-bas, il peut se permettre de capter s'il n'y a pas de chiffrement, s'il n'y a pas de sécurité entre les deux, on peut capter la communication et déchiffrer ce qui se passe. C'est comme par exemple une connexion Telnet et SSH. Quelqu'un qui se connecte à distance avec Telnet, si Man in the Middle capte ça, il va tout voir. Mais si c'est SSH, il ne pourra pas parce que tout simplement, ça a été tout simplement crypté comme du VPN. Donc, il y a aussi Man in the Mobile, mobile phone. Les téléphones mobiles, si quelqu'un se met dans votre téléphone, il arrive à installer quelque chose là-bas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur les choses que vous installez sur votre téléphone ou l'installer. Est-ce que la source d'installation est fiable ou pas? Si la personne arrive à installer quelque chose là-bas, donc ce qui veut dire quoi? Il est au milieu. Donc, tout ce qui doit être redirigé quelque part va être redirigé sur son équipement. Et il va exfiltrer tout ça et vous allez vous retrouver à vous donner un tout petit peu dans les sites web et vous ne savez pas comment ça s'est passé. Donc là aussi, c'est des problèmes qu'il faut vraiment gérer. Donc, on voit très bien que l'ingénierie sociale, c'est très important pour aider en tout cas les gens qui utilisent le réseau à savoir avec le comportement, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, les attaques zero day, comme j'ai dit, une attaque ou une menace zero day exploite les vulnérabilités logicielles avant qu'elles ne soient connues. C'est-à-dire que c'est une nouvelle attaque. Avant que les gens comprennent comment ça se passe, il aura exploité tout ça. Parce que c'est zero day, on ne l'a pas connu et excusez-moi,
On ne sait pas. Donc, quelque chose que tu ne connais pas, avant de le connaître, il va se passer du temps. Et ce temps-là est très important. Donc, un réseau est extrêmement vulnérable aux attaques entre le moment où l'exploit est découvert, c'est-à-dire zéro, il n'y a rien, 0 heure, zéro, rien, et le temps nécessaire pour que le fournisseur de logiciel développe et publie des correctifs qui corrigent cet exploit-là. Donc, pendant ce temps-là, il peut se passer des choses. Donc, comme ici, 0 day, et puis il y a 6 jours qui s'est passé que le hacker a eu 16 jours pour travailler et que vous ne le savez pas, ou bien vous le savez, mais vous ne connaissez pas comment arrêter l'attaque. Et lui, il a du temps pour faire des dégâts. Et vous, après, votre première chose à faire, c'est d'abord de limiter les dégâts et aussi de venir savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Donc, pour se défendre de ces attaques rapides-là, les professionnels ou les sécurités réseau doivent adopter des visions sophistiquées et aussi de travailler ensemble et aussi d'être vraiment alerte et d'avoir comment dire, tous les firewalls, parfois, ils sont connectés à un SOC, un security, un bureau de sécurité opérationnel qui leur permet déjà de réagir automatiquement quand il y a une attaque zero day. Maintenant, si vous n'avez pas ça, une équipe qui doit réagir, qui doit être vraiment prompte, ça va être très compliqué de gérer ça. Donc, il y a les enregistreurs de frappe. Enregistreurs de frappe, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on l'installe dans l'ordinateur et il va essayer de récupérer tout ce que vous tapez et après il l'envoie au hacker et hacker il aura pu comprendre avec ce que vous tapez, c'est quoi votre mot de passe, c'est quoi votre username et ce qui lui permet de faire ce que vous avez fait et aussi de vous connecter à votre site. Donc tout ça, ça peut se faire à partir du phishing. Pour installer ça, on vous demande, tu acceptes, on agit, et puis avec l'ingénierie sociale, tu permets à ce logiciel de s'installer. Eh bien, ce qui se passe, il récupère tes frappes, et quand il récupère tes frappes, il connaît tes mots de passe, et voilà, ça peut t'amener des problèmes. Maintenant, protection contre les attaques. Ces genres d'attaques-là, donc les organisations peuvent prendre des mesures pour euh, ces diverses attaques-là, notamment configurer un firewall. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez une maison, vous mettez un mur et vous mettez un mur. Ce mur-là permet de vous protéger de l'extérieur. Donc, les paquets provenant de l'extérieur du réseau et dont les attaques indiquent qu'ils proviennent à l'intérieur du réseau. Donc, euh, euh, le firewall fait très bien son rôle parce que lui, il ne permet pas des attaques de l'extérieur. Mais ce qui se pose un vrai problème dans les réseaux, c'est les attaques de l'intérieur. Les attaques de l'intérieur, le firewall ne peut pas grand-chose sur ça. Donc, ça, c'est vraiment d'autres moyens comme votre agent de sécurité doit gérer ça. Donc aussi, les firewalls, c'est bien, mais assurez-vous que les correctifs et les mises à jour sont vraiment à jour. Comme j'ai dit tout à l'heure, en 2017, l'attaque de WannaCry a été perpétrée parce que tout simplement, c'est une faille des serveurs Windows d'une certaine version que les gens n'ont pas fait de mise à jour dessus. Il y avait des erreurs que les hackers ont développées pour en tout cas euh, tomber à attaquer tous ces serveurs-là qui n'avaient pas respecté ces correctifs-là. Donc, c'est très bien. Assurez-vous que les correctifs et les mises à jour sont à jour. Après, répartir la charge de travail sur des systèmes de serveurs. Donc, il faut répartir la charge de travail, il faut avoir des backups, il ne faut pas rester sur un point, one point of failure, un seul point de défaillance, ce n'est pas bon. Il faut répartir la charge de travail sur des serveurs, voilà, la redondance sur les routeurs, la redondance sur les switches, surtout sur les serveurs parce que c'est là où vous avez vos données. Bon, maintenant, pour les serveurs aussi, d'habitude, si vous regardez les serveurs, vous ne pouvez pas envoyer un ping là-bas pour la plupart des serveurs parce que le protocole ICMP, Internet Control Message Protocol, c'est un protocole qui te permet de voir la connectivité entre toi et un serveur. Pour la plupart des serveurs dans le net, ce protocole-là est tout simplement bloqué. Bloqué parce que on ne veut pas que les gens viennent aussi faire ce qu'on appelle la reconnaissance, essayer de voir comment est-ce qu'il y a des ports, donc tester les pings. Donc, on bloque tout simplement les paquets externes vers le firewall parce qu'on ne veut pas que le monde aussi essaye de faire des attaques de reconnaissance dans notre réseau. Voilà, donc voici un tout petit peu, après avoir parlé des différents types d'attaques, des différents types de menaces, on a parlé aussi des tromperies, on a parlé des différents types d'attaques qu'on peut avoir dans un réseau et aussi comment s'en prévenir avec un firewall, des mises à jour, faire une architecture de redondance aussi
bloquer certaines choses, comme par exemple le protocole ICMP et bien d'autres. Même le protocole CDP, on va en parler peut-être si on aura le temps, de Cisco, et aussi LLDP, de d'autres équipements, pour un petit peu empêcher les attaques et aussi les attaques de reconnaissance dans un réseau. Donc, on a fait le 1, on a fait le 2, on a fait le 3. Nous allons passer au numéro 4, c'est-à-dire là, on va parler des attaques sur les terminaux et les trucs sans fil. Et après, nous allons venir sur les applications pour terminer ce module 1. Voilà, et à très bientôt pour le next step. Merci beaucoup.